Un chant de Noël par Charles Dickens. Premier couplet. Le fantôme de Marley. Il faut dire, avant toute chose, que Marley était mort. Là-dessus, pas de doute possible. Le registre mortuaire avait été signé par le pasteur, l'entrepreneur des pompes funèbres et le principal deuilleur. Scrooge l'avait signé. Et le nom de Scrooge était une garantie en bourse, quel que fût le papier qui lui plaisait d'endosser. Le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Attention, je ne veux pas insinuer par là que je sache d'après ma propre expérience ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. J'aurais été tenté, quant à moi, de considérer un clou de cercueil comme le morceau de ferraille le plus mort qui soit sur le marché. Mais la sagesse de nos ancêtres réside dans cette image, et mes mains profanes n'iront pas l'y troubler, ou s'en est fait de ce pays. Permettez-moi donc de répéter avec emphase que Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Scrooge le savait-il ? Comment en aurait-il pu en être autrement ? Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais combien d'années. Scrooge fut son seul exécuteur testamentaire, son seul curateur, son seul mandataire, son légataire universel, bref, son seul ami, le seul qui eût pris son deuil. Et Scrooge lui-même, à vrai dire, ne fut pas si terriblement ému par ce triste événement qu'il ne se montra excellent homme d'affaires le jour même des funérailles dont il marqua la date par un marché des plus avantageux. Cette allusion aux funérailles de Marley me ramène à mon point de départ. Il ne fait aucun doute que Marley était mort. Il faut bien le comprendre, sinon l'histoire que je vais conter ne contiendra pas le moindre mystère. Si nous n'étions pas absolument convaincus que le père de Hamlet est mort avant le commencement de la pièce, il n'y aurait rien de remarquable à le voir faire un petit tour le soir, en plein vent d'est, sur les remparts de son propre château, qu'il n'y en aurait à voir tout homme d'âge mûr se promener la nuit au milieu des courants d'air de, mettons, le cimetière Saint-Paul, à la seule fin d'impressionner l'esprit débile de son fils. Scrooge n'effaça jamais sur l'enseigne le nom du vieux Marley. Il était encore là, bien des années après, au-dessus de la porte du magasin. Scrooge et Marley. La raison sociale était connue pour être celle de Scrooge et Marley. Parfois des nouveaux venus dans les affaires appelaient Scrooge Scrooge et parfois Marley. Mais il répondait aux deux noms. Pour lui, c'était du pareil au même. Oh, et c'est qu'il maniait la meule d'un point ferme, notre Scrooge. Le vieux pandard savait mieux que personne pressurer, tordre, arracher, serrer, gratter et tondre. Dur et tranchant comme le silex, un silex dont jamais acier ne fit jaillir une seule étincelle de générosité. Secret et renfermé, et aussi solitaire qu'une huître. Le froid qui l'habitait glaçait les traits de son vieux visage, pinçait son nez pointu, fripait sa joue, rendait sa démarche raide. Un givre blanc couvrait sa tête, ses sourcils, son menton maigre. Il transportait toujours et partout avec lui sa propre température à frimas. Il glaçait son bureau pendant la canicule et ne la dégelait pas d'1 degré à Noël. Personne ne l'arrêtait jamais dans la rue pour lui dire d'un air joyeux « Mon cher Scrooge, comment allez-vous ? Quand viendrez-vous me voir ?» Aucun mendiant n'implorait de lui la plus petite aumône. Aucun enfant ne lui demandait l'heure. Jamais de toute sa vie, homme ou femme ne pria Scrooge de lui indiquer le chemin de tel ou tel endroit. Les chiens d'aveugle eux-mêmes semblaient le connaître, et lorsqu'ils le voyaient approcher, tiraient leur maître sous les portes cochères jusqu'au fond des cours, et après quoi ils remuaient la queue, comme pour dire « Mieux vaut pas d'œil du tout qu'un mauvais œil, mon ténébreux maître. » Mais qu'importait à Scrooge ? C'était précisément cela qui lui plaisait. Se faufiler le long des chemins de la vie qu'encombrent ses semblables, en faisant savoir à toute sympathie humaine qu'elle devait se tenir à distance. Un jour, parmi tous les bons jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était en train de travailler, assis à son bureau. Il faisait un froid noir, glacial, pénétrant, avec du brouillard par-dessus le marché. Et il entendait dans la ruelle le souffle bruyant des gens qui passaient dans un sens et dans l'autre,
en se frappant la poitrine pour se réchauffer les mains et en battant la semelle pour se réchauffer les pieds. 3 heures venaient de sonner à l'horloge de la cité, mais il faisait déjà complètement nuit. Il n'avait pas fait jour de toute la journée, de toute façon. Et les bougies qui flambaient aux fenêtres des bureaux voisins souillaient d'éclaboussures rougeâtres l'air palpable et brun. Le brouillard pénétrait à flot par toutes les fentes et tous les trous de serrure. Il était si épais au dehors que bien que la cour fût des plus exiguës, les maisons d'en face avaient pris l'aspect de fantômes. À voir s'abattre ce nuage humide et sale qui obscurcissait tout, on eût pu croire que la nature avait installé près de là quelques vastes brasseries et y brassait sur une grande échelle. La porte du bureau de Scrooge demeurait entr'ouverte, afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis, qui, assis à côté, dans une lugubre petite cellule, une espèce de citerne, était occupé à copier des lettres. Scrooge avait un très petit feu, mais le feu du commis était encore bien plus maigre. Si menu qu'il semblait contenir un seul morceau de charbon. Mais il ne pouvait pas le regarnir, car Scrooge gardait le seau à charbon chez lui, et toutes les fois où le commis entrait avec la pelle, son patron le regardait et lui annonçait qu'il serait forcé de se séparer de lui. Là-dessus, le commis mettait son cache-nez blanc et essayait de se réchauffer à la chandelle. Mais comme il n'était pas doué d'une imagination très vive, ses efforts échouaient. « Joyeux Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde !» cria une voix enjouée. C'était le neveu de Scrooge qui était entré si vivement que cette voix fut le premier signe qu'il donna de sa présence. « Bah !» grogna Scrooge. « Sornette !» Il s'était si bien réchauffé à marcher d'un pas rapide dans le brouillard et dans le froid, ce neveu de Scrooge, qu'il en était tout en feu. Ses joues rouges embellissaient son visage. Il avait les yeux brillants et son haleine fumait encore. « Des sornettes, Noël ? Mon oncle, dit le neveu de Scrooge, vous ne parlez pas sérieusement. Si, dit Scrooge, joyeux Noël. Quel droit avez-vous d'être joyeux? Quelle raison avez-vous d'être joyeux? N'êtes-vous pas pauvre? Allons, mon oncle, répliqua le neveu gaiement, quel droit avez-vous d'être maussade? Quelle raison avez-vous d'être sombre? N'êtes-vous pas riche? Scrooge, qui ne trouva rien à répondre du tac au tac, se contenta de faire « bah » et de répéter « sornette ». « Ne soyez pas grognon, mon oncle, dit le neveu. Comment ne pas l'être, rétorqua l'oncle, lorsqu'on vit dans un monde d'insensés. Joyeux Noël. Au diable, votre joyeux Noël. Qu'est-ce que Noël en vérité? Le moment où vous devez payer vos billets échus sans avoir de l'argent? Le moment où vous vous trouvez plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure? Si je pouvais agir à ma guise, poursuivit Scrooge avec indignation, tous les imbéciles qui parcourent la ville en criant « Joyeux Noël » seraient mis à bouillir avec leur pudding et enterrés avec une branche de houx plantée dans le cœur. Et voilà !»« Mon oncle, protesta le neveu. »« Mon neveu, répondit l'oncle d'un ton sévère, célébrez Noël comme il vous plaira et laissez-moi le célébrer à ma manière. »« Le célébrer, dit le neveu. Mais justement, vous ne le célébrez pas. Alors laissez-moi ne pas le célébrer, grand bien vous fasse, pour le bien qu'il vous a fait jusqu'à maintenant. » « Il y a beaucoup de choses, je reconnais, dont je n'ai pas tiré tout le bien que j'aurais pu, répondit le neveu, et Noël en est une. Mais du moins ai-je toujours considéré cette fête comme un très beau jour, la saison de Noël comme une ère de bonté, de pardon, de générosité et de joie. Le seul moment que je sache dans le long calendrier de l'année où hommes et femmes semblent d'un commun accord ouvrir librement leur cœur longtemps fermé et traiter les gens qui leur sont inférieurs non en créatures d'une race différente, marchant vers une autre destinée, mais comme leurs vrais compagnons de voyage sur le chemin du tombeau. Et c'est pourquoi mon oncle, quoiqu'il n'ait jamais mis une once d'or ou d'argent dans mes poches, je crois que Noël m'a fait du bien, et qu'il m'en fera encore. Aussi, je répète, vive Noël! Le commis du fond de sa citerne applaudit involontairement, s'apercevant aussitôt qu'il venait de commettre une inconvenance. Il se mit à tisonner le feu dont il anéantit à jamais l'ultime et frêle étincelle. « Que je vous entende encore faire le moindre bruit, cria Scrooge, et vous fêterez Noël en perdant votre place. Vous êtes un orateur fort éloquent, monsieur, ajouta-t-il, en se tournant vers son neveu.
Je m'étonne que vous ne soyez pas au Parlement. Ne vous fâchez pas, mon oncle. Allons, venez dîner chez moi demain. Scrooge déclara qu'il verrait son neveu aller au diable. Oui, il employa cette expression blasphématoire et déclara qu'il verrait son neveu réduit à cette extrémité avant d'accepter son invitation. Mais pourquoi s'écria le neveu de Scrooge. Pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous marié demanda Scrooge. Parce que j'étais amoureux. Parce que vous étiez amoureux, grogna Scrooge, comme si c'était la seule chose au monde qui fût plus ridicule encore que de fêter Noël. Bonsoir. Mon oncle, vous ne veniez jamais me voir avant cet événement. Pourquoi me donner cette raison pour refuser de venir maintenant? Bonsoir, dit Scrooge. Je n'attends rien de vous. Je vous demande rien. Pourquoi ne sommes-nous pas amis? Bonsoir, répéta Scrooge. Je suis peiné jusqu'au fond du cœur de vous voir si obstiné. Nous n'avons jamais eu de querelle, ou j'ai pris part du moins. Allons, j'ai fait cette tentative en l'honneur de Noël, et je veux conserver jusqu'au bout mon humeur de Noël. Donc, mon oncle, je vous souhaite un joyeux Noël. Bonsoir, répéta Scrooge. Et une bonne et heureuse année. Bonsoir. Son neveu quitta pourtant la pièce sans un mot de colère. Il s'arrêta au seuil de la porte extérieure pour présenter les vœux de la saison au commis, qui, tout transi qu'il fût, les reçut plus chaleureusement que Scrooge, et y répondit cordialement. « En voilà un autre, marmonna Scrooge, qui l'entendit de sa place. Mon commis, qui a 15 shillings par semaine avec une femme et des enfants, et qui parle d'un joyeux Noël. Je finirai par me retirer chez les fous. » Le dément en question, en reconduisant le neveu de Scrooge, avait introduit 2 autres personnes. C'étaient 2 imposants messieurs, à l'air avenant, qui se présentèrent devant Scrooge, le chapeau à la main. Ils tenaient sous le bras des registres et des papiers, et ils le saluèrent. « Scrooge et Marley, je crois » dit l'un des visiteurs en consultant sa liste. « Est-ce à monsieur Scrooge ou à monsieur Marley que j'ai le plaisir de parler ?» « Monsieur Marley est mort depuis 7 ans, dit Scrooge. Il est mort voilà 7 ans tout juste ce soir même. Nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représentée par son associé survivant, dit le gentleman en tendant ses papiers justificatifs. En entendant ce mot alarmant, générosité, Scrooge fronça les sourcils et secoua la tête, rendant au visiteur ses certificats. En cette époque de l'année dédiée à la joie, commença ce dernier en prenant une plume, il est plus désirable encore qu'en temps ordinaire de recueillir quelques oboles pour les pauvres et les nécessiteux qui souffrent cruellement des rigueurs de la saison. Bien des milliers manquent du strict nécessaire et des centaines de milliers ignorent le plus modeste confort, monsieur. « N'y a-t-il pas de prison » demanda Scrooge. Un grand nombre de prisons, dit le gentleman en laissant retomber sa plume dubitatif. « Et les asiles de pauvres, demanda Scrooge, ont-ils été fermés ? » Non pas, je voudrais pouvoir dire qu'ils l'ont été, mais non. Le moulin de la discipline et la loi des pauvres sont donc en pleine vigueur, dit Scrooge. En pleine activité, monsieur. Oh! J'avais craint, d'après ce que vous me disiez au début, que quelque circonstance fâcheuse n'eût entravé la bonne marche de ces utiles institutions, dit Scrooge. Je suis enchanté d'apprendre qu'il n'en est rien. Le gentleman de reprendre. Ayant toutefois l'impression que la multitude n'y saurait puiser le contentement chrétien du corps et de l'âme, quelques-uns d'entre nous s'efforcent de réunir des fonds destinés à donner aux pauvres nourriture et boissons, ainsi que le moyen de se chauffer. Nous avons choisi cette saison parce que, plus que toute autre, c'est celle où la pénurie se fait cruellement sentir et où l'opulence triomphe. Pour quelle somme dois-je vous inscrire ? Pour rien, répliqua Scrooge. Vous désirez demeurer anonyme, c'est ça ? Je désire qu'on me laisse en paix. Puisque vous me demandez ce que je désire, messieurs, telle est ma réponse. Je me passe des réjouissances de Noël et je n'ai point les moyens de permettre aux oisifs de se réjouir de cette saison. J'aide à l'entretien des établissements dont je vous ai parlé. Ils coûtent cher et ceux qui sont dans le besoin n'ont qu'à y entrer. Beaucoup ne le peuvent pas et beaucoup préféreraient mourir, répliqua le gentleman. S'ils préfèrent mourir, dit Scrooge, qu'ils le fassent. Cela diminuera l'excédent de la population.
De plus, excusez-moi, j'ignore tout ça. Mais vous pourriez ne pas l'ignorer, répliqua le gentleman. Ce ne sont pas mes affaires, répliqua Scrooge. Un homme a bien assez de ses propres affaires sans se mêler de celles des autres. Les miennes occupent mes instants. Bonsoir, messieurs. Voyant clairement qu'il serait vain d'insister, les deux visiteurs se retirèrent. Scrooge se remit à ses travaux, fort satisfait de lui-même, et d'une humeur plus enjouée que de coutume. Pendant ce temps-là, le brouillard et la nuit avaient tellement épaissi que l'on voyait courir en tous sens des porteurs de torches qui offraient leur service pour guider les voitures en marchant devant les chevaux. L'antique tour d'église, du haut de laquelle la vieille cloche bougonne passait son temps à épier Scrooge par une fenêtre gothique percée dans le mur, devint invisible et sonna les heures et les quarts dans les nuages en les faisant suivre de tremblantes vibrations comme si ses dents claquaient là-haut dans sa tête gelée. Le froid devenait intense. Enfin, l'heure de fermer le comptoir arriva. À contre-cœur, Scrooge descendit de son tabouret, donnant ainsi le signal de départ au commis qui l'attendait impatiemment dans la citerne et qui mit son chapeau tout en éteignant la bougie. « Vous voulez disposer de la journée de demain, je suppose, » dit Scrooge. « Si cela ne vous dérange pas, monsieur. »« Cela me dérange, » dit Scrooge, « et cela n'est pas équitable. Si je vous retenais une demi-couronne pour cette journée, vous vous trouveriez lésé, si je ne m'abuse. » Le commis eut un pâle sourire. « Et pourtant, poursuivit Scrooge, vous ne pensez pas que moi, je sois lésé si je vous paie une journée à ne rien faire. » Le commis lui fit observer que cela n'arrivait qu'une fois par an. « Bonne excuse pour détrousser un homme tous les 25 décembre, dit Scrooge en boutonnant son pardessus jusqu'au menton. Mais je suppose que vous devez avoir la journée entière, arriver d'autant plus tôt le lendemain. » Le commis promit qu'il y veillerait, et Scrooge sortit en maugréant. Le bureau se trouva fermé en un clin d'œil, et le commis s'élança sur la piste de Cornhill derrière une file de gamins et fit avec eux une vingtaine de glissades en l'honneur de la veille de Noël. Il regagna ensuite à bride abattue son domicile de Camden Town pour y jouer à Colamaillard. Scrooge absorba son dîner mélancolique dans sa mélancolique taverne habituelle, et après avoir lu tous les journaux et charmé le reste de sa soirée par l'étude de ses livres de caisse, il rentra se coucher. Il habitait l'appartement où avait vécu Feu son associé. C'était une enfilade de pièces lugubres, située dans un bâtiment sombre, au fond d'une impasse, où il avait si peu de raison d'être qu'on ne pouvait s'empêcher d'imaginer qu'il s'y était égaré dans sa jeunesse en jouant en cache-cache avec d'autres petites maisons, et qu'il n'avait pas trouvé la sortie. La cour était si sombre que Scrooge lui-même, qui en connaissait les moindres pavés, fut obligé de tâtonner pour se diriger. Le brouillard et la glace s'étaient accrochés d'une telle sorte au vieux porche noir de la maison qu'on y croyait voir le génie de l'hiver assis sur le seuil et plongé dans une morne méditation. Il est certain que le marteau de la porte n'avait absolument rien de spécial, sauf qu'il était très gros. Il est certain aussi que Scrooge l'avait vu matin et soir, tous les jours, depuis qu'il habitait cette maison. Et il est non moins certain que Scrooge possédait aussi peu de ce qu'il est convenu d'appeler imagination que tout autre habitant de la cité de Londres, y compris même, et c'est bien peu dire, la municipalité tout entière, notable et membre de la guilde. On est en outre bien à l'esprit le fait que Scrooge n'avait pas accordé une seule pensée à Marley depuis l'allusion faite cet après-midi même. Qu'on m'explique alors, si l'on peut, comment il advint que Scrooge, ayant introduit la clé dans sa serrure, vit dans le marteau de porte, sans qu'une métamorphose graduelle n'y lui préparée, non plus le marteau, mais le visage de Marley. Il ne baignait pas, ainsi que tous les autres objets de la cour, dans une ombre impénétrable, mais était entouré d'une phosphorescence sinistre, comme un homard avarié dans une cave obscure. Il n'était ni furieux, ni féroce. Il regardait Scrooge avec l'expression habituelle de Marley et portait des spectres de lunettes relevés sur son front de spectre. Ses cheveux étaient bizarrement agités, comme par une haleine ou une vibration d'air chaud. Et bien que ses yeux fussent ouverts, ils étaient absolument immobiles. Ce détail et sa couleur livide en faisaient un objet d'horreur. Mais
Cette horreur semblait extérieure au visage et hors de son contrôle, plutôt qu'elle n'appartenait à son expression elle-même. Pendant que Scrooge considérait fixement ce phénomène, le marteau redevint un marteau. Dire qu'il ne tressaillit pas ou qu'il ne sentit pas courir dans ses veines une certaine sensation d'effroi qu'il n'avait pas éprouvée depuis sa petite enfance serait mentir. Mais il remit la main sur la clé qu'il avait lâchée, la fit tourner avec énergie, entra et alluma sa bougie. Il eut bel et bien un moment d'hésitation avant de refermer la porte et regarda bel et bien derrière la porte avec précaution, comme s'il s'attendait presque à un spectacle terrifiant de la perruque de Marley pointant sa queue de rat vers le vestibule. Mais il n'y avait rien derrière la porte que les vis et les écrous qui maintenaient le marteau. Aussi, Scrooge fit-il « Bah, bah !» en claquant la porte pour la fermer. Le bruit résonna dans toute la maison comme un coup de tonnerre. Chacune des chambres à l'étage, chacune des barriques dans les caves d'une équation en vin, sembla pour y répondre faire entendre sa propre gamme d'échos. Scrooge n'était pas homme à se laisser effrayer par des échos. Il verrouilla la porte, traversa le vestibule et monta l'escalier. Le monta lentement, qui plus est, en mouchant sa chandelle chemin faisant. Une demi-douzaine de becs de gaz de la rue n'auraient pas suffi à éclairer le vestibule. Vous pouvez donc imaginer qu'il y faisait sombre autour de la chandelle que portait Scrooge. Il poursuivit son ascension en se moquant de cela comme d'une guigne. L'obscurité ne coûtait pas cher et c'est pour ça que Scrooge l'aimait. Pourtant, avant de fermer sa lourde porte, il parcourut les pièces de son logement pour s'assurer que tout y était en bon ordre. Il se rappelait juste assez le visage de Marley pour éprouver le besoin de faire cela. Salon, chambre à coucher, débarras. Rien sous la table, personne sous le canapé. Un maigre feu derrière la grille, le bol, la cuillère préparée et une petite casserole de gruau. Personne sous le lit, personne dans le placard, personne dans sa robe de chambre qui pendait le long du mur dans une attitude suspecte. Le débarras comme d'habitude, le vieux garde-feu, deux vieilles chaussures, deux bourriches à poisson, une table de toilette sur 3 pieds et un tisonnier. Tout à fait rassuré, il tira la porte et s'enferma à clé. Et il s'enferma à double tour, ce qui n'était pas dans son habitude. Ainsi, à l'abri de toute surprise, il ôta sa cravate et revêtit sa robe de chambre, ses pantoufles et son bonnet de nuit. Puis, il s'assit devant le feu pour manger son gruau. C'était en vérité un très petit feu, autant dire rien par un froid aussi glacial. Il était obligé de se rapprocher, de le couver, avant de parvenir à extraire la moindre sensation de chaleur de cette poignée de combustible. La cheminée était très ancienne. Elle avait été construite, autrefois, par un marchand hollandais, et son pourtour était garni de vieilles céramiques hollandaises représentant des scènes de la Bible. Il y avait des Caïns, des Abel, des filles de Pharaon, des reines de Saba, des messagers angéliques descendant du ciel sur des nuages pareils à des édredons. Bref, des centaines de personnages capables de retenir ses pensées. Et cependant, le visage de Marley, mort depuis 7 ans, semblait s'imposer. Si tous les carreaux lisses avaient été vides d'images et doués de pouvoir d'en faire surgir une, en utilisant les fragments disjoints de la pensée de Scrooge, il y aurait eu un portrait du vieux Marley sur chacun des carreaux de céramique. « Sors net !» dit Scrooge, qui se mit à arpenter la pièce nerveusement. Après quelques allées et venues, il vint se rasseoir. Comme il appuyait la tête en arrière sur le dossier de son fauteuil, ses yeux se posèrent par hasard sur une cloche depuis longtemps inutilisée qui pendait dans un coin de la pièce et communait à quelque fin oubliée avec une chambre située dans le haut de l'immeuble. Ce fut avec une extrême surprise, accompagnée d'une terreur étrange et inexplicable, qu'au moment où il la regardait, il vit cette cloche se mettre en mouvement. Elle bougeait si peu au début qu'elle sonnait à peine, mais son carillon retentit bientôt à grand bruit, accompagné par toutes les autres sonnettes de la maison. Cela ne dura peut-être qu'une demi-minute ou 1 minute, mais Scrooge eut l'impression que c'était 1 heure. Les cloches cessèrent de sonner comme elles avaient commencé, tout en même temps. Elles furent suivies d'un bruit de ferraille montant des profondeurs de la maison, comme si quelqu'un traînait de lourdes chaînes sur les tonneaux du marchand de vin.
Scrooge se souvint alors d'avoir entendu dire que dans les maisons hantées, les fantômes traînaient des chaînes. La porte de la cave s'ouvrit brusquement avec un grand fracas, et Scrooge perçut ce bruit plus distinctement au rez-de-chaussée d'abord, puis montant l'escalier, enfin se dirigeant droit vers sa porte. « Sors net que cela, dit Scrooge, je ne peux y croire. » Il changea pourtant de couleur quand, sans s'être arrêté, cela traversa la lourde porte et pénétra dans la pièce sous ses yeux. Au moment où la chose entra, la flamme mourante dans la cheminée bondit dans l'âtre comme pour dire « Je le connais, c'est le fantôme de Marley !» Et pouf, elle retomba. Le même visage, exactement le même, Marley, avec sa perruque, son gilet habituel, son pantalon, ses bottes, les décorations de ses lacets, les basques sur son habit. Une chaîne traînait autour de lui et lui entourait la taille. Elle était longue et se déroulait comme une queue. Elle était faite, car Scrooge l'observait de près, de coffres forts, de clés, de cadenas, de grands livres et de pesantes bourses forgées dans l'acier. L'apparition était transparente. Scrooge avait souvent entendu dire que Marley n'avait pas d'entrailles, mais il ne l'avait encore jamais cru. Non, et même à ce moment-là, il y refusait d'y croire. Il avait beau examiner le spectre de part en part et le voir debout devant lui, il avait beau se sentir glacé par le regard de ses yeux morts et distinguer jusqu'à la trame du tissu du mouchoir qui passait sous son menton pour s'attacher au sommet de sa tête, il demeurait incrédule et luttait contre le témoignage de ses sens. « Eh bien, dit Scrooge, plus caustique et plus froid que jamais. Que voulez-vous » ? « Beaucoup de choses. » C'était la voix de Marley, sans erreur. « Qui êtes-vous » ? Demandez-moi qui j'étais. Bon, disons qui étiez-vous alors ? Vous êtes bien tatillon pour une ombre. De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley. Pouvez-vous vous asseoir ? Demanda Scrooge en le regardant d'un air sceptique. Je le puis. Alors asseyez-vous. Scrooge avait posé cette question parce qu'il se demandait si un fantôme aussi transparent était en état de prendre un siège, et parce qu'il pensait que, cas où cela aurait été impossible, il serait contraint de se livrer à une explication embarrassante. Mais le fantôme s'assit de l'autre côté de la cheminée, comme s'il en avait l'habitude. « Vous ne croyez pas en moi, dit-il. »« Non, répliqua Scrooge. »« Quelle preuve de ma réalité vous faut-il donc, outre le témoignage de vos sens ?»« Je n'en sais rien, dit Scrooge. »« Pourquoi doutez-vous de vos sens ?»« Parce que la plus petite chose suffit à les troubler. Un léger malaise d'estomac en fait des imposteurs, et vous pourriez bien n'être qu'une bouchée de bœuf mal digérée, une boulette de moutarde, une parcelle de fromage, un fragment de pomme de terre mal cuite. Qui que vous soyez, vous sortez plutôt de la cave que du caveau. » Scrooge n'avait pas pour habitude de faire des calembours, et dans le fond de son cœur, il ne se sentait pas, il faut bien le dire, enclin à la plaisanterie. La vérité, c'est qu'il faisait le malin dans l'espoir de distraire sa propre attention et de surmonter sa terreur, car la voix du fantôme le bouleversait jusqu'à la moelle des os. Demeurer silencieux, ne fût-ce qu'un instant, à regarder ses yeux fixes et vitreux, suffirait, Scrooge le sentait, à lui faire perdre la tête. Il y avait en outre quelque chose de terrifiant dans l'atmosphère infernale qui entourait le spectre. Scrooge ne la sentait pas lui-même, mais il n'en pouvait douter, car bien que le fantôme se tînt parfaitement immobile, les cheveux et les basques de son habit, les décorations de ses bottes, étaient encore agités, comme par la vapeur chaude qui s'échappe d'un four. « Voyez-vous ce cure-dent » demanda Scrooge, revenant vivement à la charge. « Oui, » répondit le fantôme. « Vous ne le regardez pas, protesta Scrooge. « Je le vois néanmoins, dit le fantôme. »« Eh bien, répliqua Scrooge, il me suffirait de l'avaler pour être persécuté jusqu'à la fin de mes jours par une légion de lutins tous sortis de mon imagination. Sornette, vous dis-je, sornette !» À ce mot, le spectre poussa un cri épouvantable et secoua sa chaîne en faisant un bruit si lugubre et si menaçant que Scrooge dut se cramponner à son fauteuil pour se retenir de tomber évanoui. Mais combien plus grande encore fut son horreur quand le fantôme, détachant le bandage qui entourait sa tête, comme s'il faisait trop chaud dans la pièce pour le garder, laissa sa mâchoire inférieure retomber sur sa poitrine. Scrooge s'écroula, agenouillé, les mains jointes devant son visage. « Pitié !» s'écria-t-il, « pitié, apparition terrible, pourquoi viens-tu me tourmenter ?»
Homme à l'esprit matérialiste, dit le fantôme. Crois-tu en moi, oui ou non? J'y crois, dit Scrooge. Il faut bien que j'y croie. Mais pourquoi les esprits errent-ils sur terre? Et pourquoi me visitent-ils? C'est pour tout homme, reprit le fantôme, une obligation que de se mêler par l'imagination à la vie de ses semblables, et d'étendre en tous sens son universelle sympathie. Si son âme s'y refuse pendant la vie, il ne peut y échapper après sa mort. Il est condamné à errer de par le monde. Oh, malheur à moi, pour être le témoin de ce qu'il ne peut plus partager, de ce qu'il aurait pu partager sur terre et transformer en source de bonheur. Le spectre poussa un nouveau cri, secoua sa chaîne et tordit ses mains spectrales. « Vous êtes enchaîné, observa Scrooge en tremblant. Dites-moi pourquoi. Je porte la chaîne que j'ai forgée pendant ma vie, répondit le fantôme. C'est moi qui l'ai faite, anneau par anneau. Je l'ai attachée autour de moi librement, et je la porte de mon plein gré. Son modèle te surprend-il, toi? Scrooge tremblait de plus en plus. Ou bien voudrais-tu connaître, poursuivit le fantôme, le poids et la longueur de l'énorme câble que tu portes toi-même? Tes fers étaient aussi importants et aussi pesants, il y a ce soir 7 veilles de Noël, que le sont aujourd'hui les miens. Et tu en as ajouté depuis. C'est une chaîne considérable. Scrooge ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil sur le plancher, comme s'il s'attendait à se voir entouré d'une 50aine ou d'une 60aine de brasses de câbles de fer. Mais il ne vit rien. « Jacob, dit-il d'une voix suppliante, mon vieux Jacob Marley, parle-moi, dis-moi quelques mots de réconfort. »« Je ne saurais le faire, dit le fantôme. Je ne puis non plus te dire tout ce que je voudrais. Quelques mots encore et j'aurai épuisé ce que j'ai le droit de te révéler. Je ne puis me reposer, je ne puis séjourner, je ne puis m'attarder nulle part. Mon esprit n'a jamais quitté jadis notre maison de commerce. Note bien mes paroles. Quand je vivais, mon esprit n'a jamais vagabondé au-delà des étroites limites de ce trou où nous amassions de l'or. Aussi me reste-t-il à accomplir de longs et pénibles voyages. » Scrooge avait l'habitude, pour réfléchir, d'enfoncer les mains dans les poches de son pantalon. Retournant dans sa tête les paroles du fantôme, il fit ce geste, mais sans relever les yeux et toujours à genoux. « Il faut que tu aies avancé très lentement, Jacob, remarqua-t-il, parlant en homme d'affaires, avec humilité et déférence. « Lentement, répéta le fantôme. « Mort depuis 7 ans, rumina Scrooge. Et tout le temps en chemin, tout le temps, dit le fantôme, sans trêve, ni repos, l'incessante torture du remords. « Et tu voyages vite? Demanda Scrooge. « Sur les ailes du vent, répliqua le fantôme. Tu as dû parcourir beaucoup de chemin en 7 ans. Le spectre, en entendant ces mots, poussa une nouvelle clameur, et, secouant sa chaîne, troubla d'un si horrible fracas le silence de cette heure morte que l'homme de guet aurait eu le droit strict de le poursuivre pour tapage nocturne. « Mais, Jacob, tu as toujours été un excellent homme d'affaires, dit d'une voix brisée Scrooge qui commençait à s'appliquer toutes ses condamnations à lui-même. « Les affaires !» s'écria le fantôme, se tordant les mains de nouveau. « L'humanité était mon affaire. Le bien commun était mon affaire, la charité, la compassion, la tolérance, la bonté, telles étaient mes affaires. Mon commerce n'était qu'une goutte d'eau dans l'immense océan de mes affaires. » Il tenait sa chaîne à bout de bras, et l'on eût dit qu'il voyait en elle la cause de toutes ces stériles douleurs. Puis il en frappa lourdement le sol, à nouveau. « C'est à cette époque que je souffre le plus. Pourquoi ai-je jadis traversé la foule de mes semblables, les yeux baissés vers la terre? N'y avait-il pas autour de moi de pauvres foyers où sa lumière eût pu me mener ?» Scrooge était si inquiet d'entendre le fantôme discourir avec véhémence, il se mit à trembler de tous ses membres. « Écoute-moi, cria le fantôme, mon temps s'achève. »« J'écoute, dit Scrooge, mais épargne-moi, Jacob, ne t'étends pas trop, je t'en prie. » « Comment se fait-il que je me trouve devant toi sous une forme que tu puisses voir, je ne saurais le dire. Maintes et maintes fois, je suis venu m'asseoir invisible à tes côtés. » Ce n'était pas une idée agréable. Scrooge grelotta en essuyant la sueur qui coulait sur son front. « Ce n'est pas la moindre peine qui me soit imposée, poursuivit le fantôme. Je suis ici ce soir pour t'avertir qu'il te reste encore une chance, un espoir d'échapper à mon sort. Une chance, un espoir que tu me dois, Ebenezer. »« Tu as toujours été pour moi un bon ami, dit Scrooge. Merci beaucoup. »«
Tu vas être hanté par 3 esprits. » Le visage de Scrooge s'allongea presque autant que l'avait fait son fantôme. « Est-ce la chance, l'espoir dont tu viens de me parler, Jacob ?» demanda-t-il d'une voix qui se brisait. « Oui. Je crois que j'aimerais mieux m'en passer. » « Sans leur visite, ajouta le fantôme, aucun espoir pour toi d'éviter le sort qui est le mien. Attends-toi à voir le premier demain quand 1 heure sonnera. »« Ne pourrais-je pas les voir tous les 3 d'un seul coup ? Que ce soit fini, Jacob, suggéra Scrooge. »« Attends le second la nuit suivante, à la même heure, et le 3e viendra la 3e nuit, quand aura cessé de vibrer le dernier coup de minuit. Ne compte pas me revoir, mais aie grand soin dans ton intérêt de n'oublier rien de ce qui vient de se passer entre nous. » Ayant ainsi parlé, le spectre reprit le mouchoir qu'il avait posé sur la table et se l'attacha autour de la tête, comme auparavant. Scrooge le comprit au claquement sec lorsque les 2 mâchoires furent réunies par le bandage. Il se hasarda à relever les yeux et trouva son visiteur surnaturel debout, en face de lui, portant sa chaîne enroulée autour du bras. Le spectre s'éloigna à reculons, et chaque fois qu'il faisait un pas, la vitre de la fenêtre se soulevait un peu, de sorte que, lorsqu'il arriva, elle était grande ouverte. Il fit signe à Scrooge d'approcher, et Scrooge obéit. Lorsqu'ils furent à 2 pas l'un de l'autre, le fantôme de Marley leva la main, l'avertissant de ne plus avancer. Et Scrooge s'arrêta. Il s'arrêta moins par obéissance que par crainte et surprise, car au moment où cette main s'était levée, il avait distingué des bruits confus qui s'élevaient dans l'espace. Bribes incohérentes de lamentations et de regrets. Plaintes d'une inexprimable tristesse. Gémissements de conscience tourmentée. Le spectre, ayant écouté un moment, se joignit à ce chœur funèbre, et plongeant dans la nuit sombre et glacée qui l'engloutit. Scrooge, que la curiosité rendait téméraire, le suivit jusqu'à la fenêtre, et il regarda au dehors. L'air était rempli de fantômes, errant, çà et là, dans une agitation constante, sans cesser de gémir. Tous étaient chargés de chaînes, comme le fantôme de Marley. Quelques-uns étaient attachés ensemble. Nul n'était libre. Scrooge en reconnaissait beaucoup qu'il avait rencontrés pendant leur vie. Il avait été intimement lié à un vieux fantôme en gilet blanc qui portait à la cheville un énorme coffre-fort et pleurait de façon déchirante parce qu'il ne pouvait venir au secours d'une pauvresse voyée au-dessous de lui, assis sur le pas d'une porte. Leur supplice à tous était visiblement qu'ils essayaient d'intervenir dans les affaires des hommes pour leur être secourables et qu'ils en avaient perdu à jamais le pouvoir. Ces formes finirent-elles par se dissoudre dans la brume, ou la brume les enveloppa-t-elle dans son linceul? Scrooge ne put le discerner. Les spectres et leurs voix spectrales s'évanouirent ensemble, et la nuit retrouva l'aspect qu'elle avait eu lorsqu'il était rentré chez lui. Scrooge referma la fenêtre, et alla examiner la porte par laquelle le fantôme était entré. Elle était fermée à double tour, ainsi qu'il l'avait fermée de ses propres mains, et les verrous étaient toujours intacts. Il essaya de dire sornette, mais ne put dépasser les premières syllabes. Il ne saurait dire si c'était à cause des émotions qu'il venait d'éprouver, ou des fatigues du jour, ou du rapide coup d'œil qu'il avait jeté sur le monde invisible, ou encore de l'ennuyeuse conversation du fantôme, mais il ressentait un grand besoin de repos. Il alla tout droit se mettre au lit, sans se déshabiller, et s'endormit dans l'instant.